Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous proposer du coup 45 minutes de voyage de ce qui s'est passé entre le siècle dernier en 2024 et aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, de m'interrompre pendant tout ça. Euh, donc voilà, je viens de la Fondation Impactia. La Fondation Impactia, ce qu'on a comme objectif, c'est vraiment de faire en sorte que l'IA sur le monde du travail ait un impact positif et le transforme durablement. Donc ça, c'est vraiment notre mission, puis on va intervenir dans différents lieux pour ce faire. Alors, avant de plonger dans le sujet médecine vraiment en tant que tel, j'aimerais juste passer quelques minutes à poser un petit peu le contexte. Parce qu'avec l'IA, il y a certaines choses où j'aimerais qu'à la fin vous sortiez en ayant des feux rouges et des feux verts qui soient ouverts. La première chose, c'est que l'IA, on entend souvent, et je dois entendre ça tous les jours, qu'en fait c'est juste un outil comme les autres et qu'on a déjà eu affaire avec un outil de ce... Enfin, en tant qu'humanité, on a déjà eu affaire avec des outils. Donc en fait, on va s'en sortir très bien comme on s'en est sorti très bien jusqu'à maintenant. Je rappelle juste qu'on s'en est pas toujours sorti très bien avec les outils et que l'être humain, il a une bonne propension avec les outils à en faire des choses pas forcément bénéfiques de façon naturelle. Alors, l'IA, c'est pas juste un outil comme les autres pour trois raisons et aujourd'hui, 2025, on le voit vraiment de façon massive. La première chose, c'est que c'est un outil qui simule l'empathie. Et on va le voir durant cette présentation. Simuler l'empathie, c'est vraiment quelque chose qui change la donne pour nous qui nous sommes. La deuxième chose, c'est un outil qui devient agentique. Et peut-être il y a un mot que vous allez entendre à ne plus savoir qu'en faire pendant 2025, c'est des agents IA, l'IA agentique, etc. Si je prends 2024, avec ChatGPT notamment, avec Claude, avec toutes ces IA génératives, avec tous ces modèles LLM, on était dans des assistants, c'est-à-dire des intelligences artificielles qui avaient appris sur des données et puis qui faisaient de la prédiction de qu'est-ce qui est le plus plausible comme mot qui vient, en gros, si je la résume de façon courte, quel est le mot le plus plausible après dans la question à laquelle je vais répondre. Et puis, voilà, elle répondait comme ça. Les agents, la différence, c'est que vous allez leur donner des objectifs et ils vont travailler avec des objectifs avec de moins en moins d'interactions humaines jusqu'au rendu du travail. Donc aujourd'hui, on a des assistants, encore aujourd'hui, et dans les semaines qui viennent, sont en train d'arriver ces agents. Et en gros, il faut vous imaginer, par exemple, moi, j'ai plusieurs agents avec lesquels je travaille. J'ai un agent que j'ai spécialisé dans le marketing, j'ai un agent que j'ai spécialisé dans l'ingénierie de formation, j'ai un agent que j'ai spécialisé dans la direction stratégique. Et puis en fait, je vais simplement les mettre à travailler ensemble dans un espace de travail. Et puis je vais lui dire, ben voilà, nous avons ce cours, on aimerait déployer ce cours à grande échelle, il faut faire de la communication, il faut avoir une stratégie, on aimerait pouvoir le donner sur toute la Suisse d'ici 6 mois, etc. Et en fait, c'est mes agents qui vont travailler ensemble, ils vont discuter. Si on va jusqu'au bout de la chose, vous les voyez discuter entre eux, mais vous les voyez discuter entre eux parce que c'est une sorte de gamification, parce qu'en fait, les interactions sont tellement rapides que vous ne voyez pas ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, ils vont poser des aspects stratégiques. Bonjour. Ils vont poser des aspects de marketing, ils vont poser des propositions de cours à améliorer. Donc voilà, on a passé sur ce genre d'agent-là. Et puis la troisième raison qui fait que ce n'est pas un outil comme les autres, c'est parce que c'est un outil qu'on pourrait, sans déborder sur qu'est-ce qui est créatif, mais on pourrait nommer comme créatif, c'est-à-dire vous lui donnez des choses et à partir de ces choses, cet outil produit des nouvelles choses. Donc on a un outil qui a ces trois caractéristiques avec celle où vraiment je pense qu'il faut que vous soyez le plus attentif, c'est cette simulation d'empathie. Alors, lorsqu'on parle de simuler l'empathie, on dit, ok, je suis humain, simuler, ça me suffit pas en fait. Je suis simplement une personne humaine. Je suis vraiment bien capable de voir s'il y a de la simulation et ça n'apporte rien du tout. Je vais juste faire une petite expérience.
Ok, j'arrive pas à me retenir de rire, hein. C'est pas la première fois que je la vois, mais ça me fait toujours rire. Ok, tout ça pour dire que la simulation, même si on sait que ça, la simulation, elle est contagieuse. La simulation d'empathie est contagieuse, la simulation de rire est contagieuse pour nous les humains. Et qu'est-ce que ça signifie si vous avez un outil qui vous commence à vous faire de la simulation d'empathie? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous allez commencer à vous attacher avec pour la majorité. Après, il y a peut-être des gens qui arrivent à ne pas s'attacher. Mais quand on commence à s'attacher à un outil, ben, on va développer un lien. Quand on développe un lien, eh ben, ça va créer d'autres choses dans le processus. OK. Est-ce que, d'après vous, l'IA est fiable? Moyen. Ouais, dans les limites de ce qu'on lui demande et de la manière dont on lui demande de réfléchir. Dans les limites de ce qu'on lui demande, de la manière qu'on lui demande de réfléchir, elle apprend sur qui l'IA? Sur nous, les humains. Est-ce que les humains sont fiables? Ça dépend. Vous n'avez pas du tout la même fiabilité à 14 heures qu'à 11 heures le matin, suivant si vous avez faim, pas faim, bien manger, etc. Donc on a une technologie qui apprend de nous, donc autant dire qui apprend des choses non fiables, et puis qui va, en fonction de ce qu'elle a appris, donner des résultats. J'ai une petite question pour vous, et je vais commencer par ces chiffres. 1 250 000, c'est le nombre de morts qu'il y a chaque année sur les routes par des conducteurs de voitures qui sont, dans 80% des cas, soit sous emprise de drogue, alcool ou avec le SMS au volant. Okay, le MIT a fait une projection en 2019, et puis là, les résultats sont en train de se valider, en fait, en disant, OK, si on remplaçait tous les conducteurs humains par des voitures autonomes, on serait à plus que, désolé pour les restants, mais plus que 250 000 morts par année sur la route. OK, donc, qu'est-ce qui serait prêt maintenant de sortir ici, de dire, il y a une voiture autonome qui vous attend, montez dedans, et puis elle va vous amener jusqu'en ville. On est à peine 4, 5. OK. C'est très intéressant parce que il y a une étude qui a été faite sur la perception, quelque part, de la confiance que les humains ont dans l'intelligence artificielle. Alors, et c'est là que tu vois si mon pointeur il marche. Hop. Non, c'est bon, c'est bon. OK, on l'a. On voit que la Chine, elle a une perception chez ses habitants de 80% de personnes qui ont une confiance dans l'IA. Cette même question, si j'avais posée en Chine, on aurait eu à peu près, je pense, 80% des gens, voire 90, qui seraient dit oui, oui, enfin, je ne vois pas le problème. On voit qu'en France, on est à 30% de perception de confiance envers l'IA. Okay. En Suisse, quand je fais cette, en Suisse, il n'y a pas la Suisse, cherchez pas. En Suisse, en général, quand je fais cette question, on est à peu près à 10%. Donc, en gros, je suis en train de vous dire clairement que vous avez la possibilité de monter dans une voiture avec 80% moins de risque de mourir, et il n'y a que 4 personnes qui montent dedans. Okay. Et ça, c'est super intéressant avec l'intelligence artificielle, parce que en fait, on a nos biais humains et on le voit sur des impacts différents. La fiabilité qu'on perçoit, c'est pas juste une question de code technologique. Il suffit pas qu'on ait une intelligence artificielle qui soit super bien codée. Il faut aussi qu'il y ait une confiance dans cette intelligence artificielle. Et confiance veut dire transparence. Ça veut dire que des humains sont prêts à prendre des risques si derrière ils pensent que c'est fiable et qu'ils ont confiance, mais qui ne sont pas prêts à prendre des risques s'il n'y a pas un mélange de fiabilité, de transparence et de connaissance. On a un autre biais humain qu'on voit dans le domaine médical. C'est les aides décisionnelles assistées qui commencent à arriver maintenant par l'intelligence artificielle. On voit deux biais et qu'il va falloir qu'on règle. Le premier biais, c'est on voit des personnes, des aides-soignants, des médecins, quelle que soit la catégorie de travail, qui
parce que c'est une IA, ils ne vont pas lire plus loin et puis ils vont dire l'IA a dit ça, ok. Mais on voit aussi l'autre côté. Parce que c'est une intelligence artificielle qui a dit ça, ils ne vont pas lire et ils vont aller à l'encontre, forcément, ils vont refaire tout le chemin. Donc avec l'IA, on est confronté à une technologie qui nous remet en cause en tant qu'égaux. Parce qu'autrement, il n'y a aucune raison raisonnable si je vous dis qu'il y a 80% plus de chances que vous rentriez en sécurité avec une voiture autonome qu'avec une voiture conduite par un humain, que vous ne la preniez pas. On voit que ça touche quelque part le côté légaux. Ce qu'on voit dans la pratique, c'est que lorsque l'intelligence artificielle fait une erreur, c'est impardonnable pour les humains que nous sommes, et lorsque les humains font des erreurs, c'est un peu moins impardonnable pour les humains que nous sommes. D'accord ? La réalité aujourd'hui avec les accidents, souvent on me dit oui, non, mais les accidents c'est absurde. On a vu l'IA, elle confond les panneaux et puis tout d'un coup elle fait des accidents. La réalité des accidents aujourd'hui, maintenant que certains pays ont mis des voitures autonomes, totalement autonomes, c'est que les accidents aujourd'hui qui arrivent dans la majorité des cas, c'est une voiture qui roule et tout d'un coup un piéton complètement sous alcool qui saute sous les roues de la voiture que personne n'aurait pu éviter. D'accord ? Donc c'est des accidents où la cause humaine est plutôt à 100% là, plutôt que la cause de défaillance technologique. Ok, une fois qu'on a posé ça, l'année dernière, quand je suis venue, on a juste un peu abordé ça. On avait, avant l'année dernière, je le rappelle, on avait vraiment 2 cas d'école avec l'intelligence artificielle. On avait vraiment deux directions autour de l'anthropomorphisation. On avait vraiment des écoles qui disaient il faut tout le temps qu'on se rappelle qu'on parle à des intelligences artificielles et ça on ne doit jamais l'oublier, faisons les choses le plus designées pour qu'on ne l'oublie pas. Et de l'autre côté, dire bah, voilà, on va anthropomorphiser un maximum l'intelligence artificielle, faire que les gens puissent y projeter ce qu'ils ont envie. Donc vous avez Timio qui est cette start-up de l'EPFL qui était sortie pour apprendre aux enfants à coder avec cette vision de il faut tout le temps que les enfants se rappellent qu'ils codent avec un robot, ça doit être un robot, ça doit rester un robot. Et de l'autre côté, SoftBank Robotics qui travaille avec ces petits robots dont ici Nao. Plus c'est mignon, plus c'est chou, plus l'enfant va s'attacher, plus on va pouvoir avoir des apprentissages. Ce qu'on voit avec ces expériences-là aujourd'hui, c'est par exemple avec les enfants autistes, le fait de s'attacher très fortement à Nao leur permet d'expérimenter des comportements qu'ils peuvent après, transposer, transposer sur la réalité. Donc tout ça pour vous rappeler, je finis avec ça, vous savez tous ce que c'est. Ça, vous savez tous ce que c'est. Mmh. Mmh. Un doudou, ok. Tout ça, ça c'est un vrai doudou qui a vécu. Tout ça pour vous rappeler juste que le débat avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il l'est plus. Il faut se rappeler que c'est une intelligence artificielle. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez vu ce film avec Tom Hanks qui est sur une île déserte, qui est isolé, qui tout d'un coup trouve un ballon, tape dessus, ça lui fait un visage et il commence à discuter avec Vendredi. Okay, ça, c'est la réalité. Et si aujourd'hui, je mettais ce ballon ici et je vous demandais de discuter avec, quand on fait des encéphalogrammes, on voit exactement au bout de 30 à 40 secondes, exactement la même zone d'empathie qui s'active que si vous discutiez avec des humains et des humaines. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le débat est pas tellement autour de « il faut vraiment qu'on se rappelle qu'on discute avec des IA », parce que ça, la réalité de qui nous sommes fait qu'on va l'oublier très vite. Mais c'est comment on prépare les gens avec cette technologie-là, qui est une technologie qui simule l'empathie, je vous le rappelle, c'est-à-dire qui vous fait croire que vraiment vous êtes une personne incroyable, que vraiment vous avez tout bien, que vraiment, etc., etc., etc. Et vous avez des interactions interentités comme ça qui se mettent. Je vous rappelle aussi la vitesse de la technologie qui arrive. 2000, février 2023,
on riait encore beaucoup, hein. Remettez-vous un petit peu dans février 2023, c'était la période où on demandait des images à l'IA, et puis vous aviez 8 doigts sur une main, les oreilles à la place du nez, on rigolait beaucoup de ça. Et on demandait à Midjourney une loutre qui utilise le Wi-Fi en avion. Ça nous donnait à peu près ça, février 2023. On voyait un animal, on voyait l'histoire de l'avion, mais ce n'était pas très clair. 10 mois plus tard, la même intelligence artificielle à qui on demande le même prompt, hein, la même façon de discuter, et vous avez une loutre qui utilise le Wi-Fi en avion. On voit qu'on a une technologie qui a compris des concepts, dans le sens, elle a compris que pour utiliser le Wi-Fi, il lui faut un ordinateur. Si elle est dans un avion, elle a probablement des casques, etc., etc. 10 mois plus tard, l'année dernière, le même prompt, version vidéo, d'une loutre qui utilise le Wi-Fi en avion. D'accord? Ce que j'aimerais là-dessus vraiment que vous reteniez, c'est que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est hyper plausible que dans une semaine, il y a des choses qui viennent contredire ce que j'ai dit. C'est aussi hyper plausible qu'il y ait des choses qui bougent dans un lieu qu'on n'a pas vu. D'accord? Donc gardez bien en tête cette rapidité. Ok, donc le concept d'utiliser le Wi-Fi en avion juste sur la base est complètement acquis pour ces IA. Ok, donc si on revient cette fois sur Terre, qu'est-ce qui s'est passé depuis le siècle dernier, en entendant que le siècle dernier c'était 2024? Ce qu'on a vu, il y a plein de choses qui sont arrivées en 2024 qu'on n'est pas encore en train de voir. Ici, ce que vous voyez, c'est la découverte de molécules grâce à l'IA pour des essais cliniques. Et on voit en 2023, on est passé de toutes les phases 1, 2, 3 à déjà des mises sur marché. Et là, on est juste en 2023, donc on sait que 2024, on va avoir une mise à jour de molécules de façon massive. Microsoft a généré avec une de leurs IA 40 000 nouveaux matériaux. Et de ces 40 000 nouveaux matériaux, 3 000 qui sont déjà aujourd'hui possibles d'être actifs. Donc des matériaux qui peuvent intervenir dans la chirurgie pour ne pas avoir de rejet, etc. Donc on est en train vraiment d'explorer des nouvelles choses. Il y a une rumeur qui dit, j'aimerais tellement, parce que Apple est tellement mauvais sur l'IA ces temps que j'ai toujours l'impression qu'ils cachent quelque chose dans leur tiroir pour faire un effet waouh. Mais bon, il y a une rumeur qui dit que Apple est en train de travailler sur un agent IA pour répliquer les humains docteurs, pardon, pour répliquer les docteurs. Ce que Apple a que les autres n'ont pas et qu'ils ont bien joué, c'est que Apple a mis énormément de soins dans protéger la vie de ses utilisateurs au niveau privé et a mis beaucoup déjà de medical devices qui n'en sont pas un, mais qui récoltent des données. Hein. Les montres, les nouveaux AirPods aujourd'hui qui sont des aides auditives. Aujourd'hui, si vous avez des problèmes auditifs, les tout nouveaux iPods vous permettent d'augmenter la densité, etc. Donc, c'est plus simplement des réducteurs de bruit. Ça va dans l'aide auditive. Et Apple est vraiment bien placé pour rentrer dans tout ce qui est médical parce que, en fait, ça fait 10, 15 ans qu'ils travaillent petit à petit à nous amener à avoir une montre qui nous regarde combien de pas on fait, ensuite avoir une montre qui est en train de regarder comment on a dormi, etc., etc. En février de cette année est sortie cette étude qui était assez intéressante parce que l'IA a réussi à trouver des façons de résoudre le problème avec les staphylocoques dorés dont des scientifiques travaillaient depuis des années. Et puis je crois que ça lui a pris 2 ou 3 jours pour avoir tout un panel de propositions stratégiques d'intervention. Et eux, ça faisait 25 ans qu'ils travaillaient à trouver ces stratégies. Et elle a trouvé 4 façons dont l'équipe n'avait jamais pensé pour traiter cette stratégie-là et qui sont en train d'explorer. Donc voilà, on est vraiment en train de changer on est vraiment en train de changer la phase de comment ça marche avec cette vitesse-là. Ce graphique est intéressant à mon sens parce que vous voyez le nombre de publications qui ont eu lieu en fonction des années. Et vous avez ici, j'adore ce pointeur, vous avez ici,
je suis désolée. L'imagerie, alors effectivement, en IA, c'est l'imagerie qui a pris cher pendant ces dernières années. C'est là-dessus que tout semblait être facile, la détection d'images, l'interprétation, etc. Et puis, ben, ça se voit dans le nombre de recherches qui sont faites. Et ça, vous voyez toutes les recherches matures qui sont sorties en 2024. Okay, et on voit les autres qui sont arrivées, celles qu'on ne voyait pas en 2024. On a beaucoup rigolé parce qu'on commençait à tester ces assistants IA relationnels. Et puis on s'est dit, ben, ok, ça marche, mais ça marche, c'est sympa si vous voulez commencer à discuter avec. Celle qu'on n'attendait pas venir, c'est sur les psychothérapies. Et là, depuis 3 mois, on va y revenir tout à l'heure, tout ce qui est psychothérapie, assistant d'accompagnement thérapeutique, ils ont explosé. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Je vous ai mis après, vous avez plein de trucs à lire à la fin de la journée. Ce qu'on a vu en radiologie et en imagerie cérébrale, mais là, en imagerie médicale, mais ça, c'était ce qu'on attendait. C'était vraiment de l'amélioration là-dessus avec des logiciels qui permettent 40% de temps en moins pour comprendre une imagerie. On les a vus enfin intégrés dans la pratique et ça, c'est peut-être une chose intéressante. En 2024, on a fini un rapport d'une étude stratégique pour les HUG qui nous ont demandé de voir quel est l'impact de l'IA sur les hôpitaux universitaires, de faire un benchmark aussi au niveau mondial. Ce qui nous a vraiment surpris, c'était en mi-2024, on était persuadés que dans le domaine médical, il y avait vraiment énormément de choses qui étaient déjà déployées. Ce qu'on a découvert, c'est que ce n'était pas le cas, que ce soit ici, que ce soit à Montréal, que ce soit en Belgique, que ce soit à Boston. Il y avait 1 ou 2 cas qui étaient déployés au niveau production et tout le reste est encore en niveau ce qu'on appelle des POC, c'est-à-dire des petites expériences d'une équipe qui se fait et puis qui ne marche pas encore, qui n'est pas en production ou qui marche bien. Donc, ce qu'on a vu par contre en radiologie, c'est vraiment cette intégration massive dans la pratique. Ce qu'on va arriver maintenant, ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est vraiment ces émergences d'analyse multimodale, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir les images, vous allez pouvoir avoir la discussion, vous allez peut-être même pouvoir avoir le ton de la voix, le son de la voix, et vous allez avoir l'historique du patient, et tout ça va permettre une analyse multifactorielle. Et puis, on va voir aussi qu'on va sortir de la radiologie pour aller vraiment vers d'autres genres d'imagerie, que ce soit l'IRM, l'échographie, etc. Et vraiment arriver à automatiser toutes les détections d'anomalies là-dedans. Alors, il y a plein de choses incroyables qui sont sorties en 2024, notamment la capacité par une IA de détecter des lésions cérébrales dans le cas d'épilepsie. Il y a des trucs qui sont arrivés où on était « Ah, oups, on ne l'avait pas vu venir non plus ». Typiquement, en début 2019-2020, je pense que c'était beaucoup pour ne pas faire peur aux médecins aussi, à mon avis. Mais on disait, alors, voilà ce que peut faire une IA comparée à un médecin, voilà ce que peut faire le médecin, et voilà ce que peut faire l'IA et le médecin. Puis on voyait que un médecin, si on prenait les très très bons, était encore un tout petit peu meilleur, mais on prenait vraiment les très bons, était encore un tout petit peu meilleur que l'IA. On voyait que l'IA, elle commençait à être égale, puis on voyait que médecin plus IA, on était à 92% de meilleure détection d'un cancer, etc. Puis on s'est dit, waouh, la solution, c'est vraiment médecin, humain et IA. Aujourd'hui, ce que ça nous montre, en gros, c'est que ici, vous avez ici juste les médecins conventionnels, sans autre source que qui y sont. Vous avez ici le médecin qui travaille avec ChatGPT et puis vous voyez en termes de performance clinique, juste ChatGPT qui est vraiment meilleur. Ce qu'on est en train de voir également dans les équipes, des études qui sont sorties, c'est-à-dire aujourd'hui, notre croyance assez générale et assez partagée, c'est que il vaut mieux une équipe qu'un individu, parce qu'une équipe va avoir plus de résolution de problèmes, va avoir une façon de travailler qui sera plus riche. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'une équipe que de humains, face à une équipe d'humains avec une IA, on voit que c'est l'équipe d'humains avec une IA qui devient meilleure.
Et puis, juste un humain avec une IA est aussi bon qu'une équipe humaine. D'accord? Donc, on est en train de voir que vraiment, si on arrive à intégrer aujourd'hui en intelligence hybride l'IA dans nos flux de travail, on arrive à avoir des améliorations majeures. Et ça, là où on les voit de façon la plus forte, c'est lorsque il y a des juniors qui rentrent dans l'entreprise. Des juniors qui viennent de commencer, sortis d'études et qui font leurs premières années avec de l'IA, vous les augmentez en capacitation et vraiment en capacitation de contenu de qualité, hein, pas juste ils arrivent à travailler plus. C'est la qualité qui arrive à augmenter là derrière. Oui. Ça, c'est quand même perturbant. Complètement. Ok, qu'on soit seul, qu'on soit mis avec l'intelligence artificielle, très bien, mais comment est-ce que l'humain diminue la performance du modèle? Là-dedans? L'humain, il est délétère. Non, ça veut dire que l'humain... Alors, non, là, il travaille sans le modèle dans le vert. Ici... Non, mais dans nos rôles, physicien plus GPT. Ah, il pose pas bien les questions, en fait. Il pose pas bien les questions. Et ça, c'est un grand... C'est vraiment quelque chose, les gens n'ont pas bien connaissance de... Pas une bonne conscience de ça, pardon. Tous les jours, on a des gens qui disent « Oui, j'ai utilisé, ça marche pas très bien. » Ouais, Ouais, mais en fait, tous les jours, j'ai utilisé, ça marche pas très bien. Souvent, le problème, il est entre l'écran et la chaise. C'est que vous ne savez pas, ou on ne sait pas encore comment bien discuter avec. Et la différence de discuter avec une IA générative en comprenant comment il faut s'adresser pour lui extraire les bonnes connaissances, la faire aller dans le bon vecteur chez elle pour aller vous amener autre chose que de la réponse qui est tellement évidente qu'elle vous sert à rien, c'est des compétences on doit acquérir. Et ça, c'est assez majeur. Et puis ça aussi intéressant, les performances entre médecins versus IA. Donc on voit que dans la mammographie, voilà, alors avec tout le nombre de radiologistes, de médecins, etc. Mammographie, 94%, l'IA est meilleure qu'un médecin qui va détecter 88%. En fait, on n'a plus aujourd'hui de comparatif où l'humain est meilleur, ce qui n'est pas grave, tant que on se dit, ok, mais maintenant, c'est comment fait-on le pas d'après? C'est comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans l'intelligence hybride? Et l'intelligence hybride, vraiment pour rappel, c'est ce moment où vous mettez l'intelligence individuelle, l'intelligence collective de l'équipe et l'intelligence artificielle pour dépasser les limites de chacune d'entre elles. Donc comment je crée dans une équipe l'intégration d'une entité non humaine pour augmenter l'intelligence de tout le système. Et ça, c'est vraiment l'enjeu. C'est pas un enjeu, je sais à quel point au niveau de l'ego, ça fait mal de lire ça, hein. Je le sais, mais... Tant mieux, phew. Mais, mais c'est vraiment comment on va apprendre à travailler avec ces entités non humaines pour retourner dans nos valeurs ajoutées et pouvoir aller plus loin. Donc, en cardiologie, ce qu'on a vu cette année, c'est vraiment des autorisations réglementaires qui ont été accordées à des systèmes alimentés par l'IA, qui jusqu'à 2023, 2024, enfin début 2024, on était vraiment dans ces POC, hein, ces proof of concept. La cardiologie, c'est la deuxième position pour les outils où c'est le plus pertinent aujourd'hui. On voit le plus de solutions. La première étant tout ce qui est radiologie. On voit aussi que ça va être un lieu vraiment pertinent pour tout ce qui est l'amélioration dans les soins primaires. Ce qu'on a vu, c'est que ça a détecté beaucoup de cas d'insuffisance cardiaque qui étaient silencieuses, d'accord, que les humains n'avaient pas vu. Donc on voit qu'ils sont en train de se glisser dans les soins même déjà primaires. Chirurgie et soins intensifs. Maintenant, les robots chirurgicaux qui intègrent de l'IA qui vont être aidants pendant l'opération pour corriger, pour mettre en évidence, attention, là, il y a quelque chose une zone sensible. L'évaluation de la technique chirurgicale par l'IA qui, là aussi, va pouvoir analyser les mouvements et prévenir. Ici, on a vu en 2024
une personne qui avait perdu, qui était devenue paraplégique, qui en 24 heures, avec cette utilisation homme-machine IA, a pu recommencer à marcher et puis ensuite marcher tout seul. Là-dessus arrive également la simulation. Alors, excusez-moi là si je parle sous vos contrôles, neuromodulaire, c'est ça? L'électrique, avant c'était, on envoyait des chocs électriques dans le cerveau, maintenant ça s'appelle plus comme ça. Simulation, la neuromodulation, merci, oui, du cerveau, c'est-à-dire la capacité d'envoyer des chocs électriques dans une bonne fréquence pour travailler sur des états de dépression, pour travailler sur de la stimulation externe dans Parkinson, etc. Et là aussi, l'IA qui est en train de nous permettre d'apprendre de patterns trop complexes pour les humains que nous sommes. Vous l'avez peut-être vu passer celui-là. Aujourd'hui, dans les soins primaires, on a enfin en 2024 le passage de ces assistants LLM qui sont sortis de la clinique, qui sont sortis de la démo pour venir dans la vraie vie. Et la première expérience là-dessus, c'est le chatbot Confiance des HUG, qui est dans la médecine de premier recours, où ils ont pu travailler avec un large model language, un LLM, et avec des techniques qui sont de lui permettre d'aller chercher tout le temps dans un vecteur de connaissances avant de répondre. Ils ont pu vraiment travailler à avoir quelque chose de fiable qui fonctionne maintenant depuis 2-3 mois avec des questions et qui est en train de s'améliorer. Il y a une supervision derrière, mais on est en train vraiment de pouvoir maintenant commencer à utiliser ces assistants IA dans, en tout cas, la médecine de premier recours, et de plus en plus, ça va avancer. Il y a des pilotes sur les algorithmes de triage basés sur l'IA au SMUR. Typiquement, il y a de l'IA qui aide à faire de la reconnaissance lorsqu'il y a un problème cardiaque. Et au son de la voix, l'IA est capable à 94% de reconnaître quand il y a une urgence cardiaque et immédiatement alerter les humains qui travaillent avec pour les aider à prendre plus vite en charge le cas. D'accord? Donc ça, c'est ça qui arrive aujourd'hui sur le marché. Alors, celui-là, c'est mon préféré. Je vais vous partager une expérience là-dessus. L'autodiagnostic et l'usage par le corps médical. Aujourd'hui, ce qui est su à peu près, c'est qu'il y a entre 10 et 20% de personnes qui utilisent ChatGPT. Alors là, on parle des USA, de l'Australie, c'est une étude qui s'est faite. On n'a pas des études européennes, mais 10 à 20% de personnes qui utilisent ChatGPT pour s'autodiagnostiquer. Ce qui est intéressant, c'est que 81% de ces personnes le trouvent aussi bien, voire presque mieux que leur médecin pour les diagnostics. Et puis là-dedans, on a 20% de généralistes qui utilisent ChatGPT, soit pour faire des comptes rendus, soit alors pour faire un diagnostic différentiel, soit alors pour proposer des traitements. Alors pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'ils le font à côté. Je sais que dans le domaine médical, pour avoir discuté avec pas mal de médecins, ce qui s'inquiète, c'est mais comment les nouveaux vont apprendre s'ils ont un ChatGPT à qui ils vont tout déléguer sans remettre en question. Je sais que ça, c'est vraiment une grosse question autour de la formation des nouveaux médecins. Alors, comment on fait vous avez peut-être, pour certains et certaines, vécu la série Dr House de façon assez douloureuse, c'est-à-dire quand les patients arrivent et vous disent « Non, mais moi, je sais, hein, c'est du lupus, machin, j'ai regardé toutes les séries de Dr House, c'est assez désagréable, il faut leur expliquer, oui, non, mais voilà, c'est pas que. » Maintenant, vous avez un tiers qui arrive dans votre consultation. Et je vais vous partager un exemple. Mon papa s'est fait hospitaliser en urgence il y a 4 semaines. Ils ont eu le malheur de laisser traîner, donc j'arrive, le temps qu'ils se fassent hospitaliser, 3h du matin, 9h, j'arrive. Ils ont eu le malheur de laisser traîner le dossier à côté et de m'expliquer quelque chose que je n'ai pas compris. Vraiment, je ne suis pas spécialement bête. J'arrive à comprendre les choses, mais vraiment, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Ce n'était pas dû à l'émotion, mais il m'expliquait que, vu la situation,
un traitement invasif, ce serait vraiment de l'acharnement, etc. Je ne comprenais pas de quoi il me parlait, etc. J'ai pris les 3 documents que j'ai trouvés dans son dossier, c'était les 3 seuls qu'il y avait, hein. C'est-à-dire cette fiche que vous connaissez, qui est illisible, ce truc qui est le truc du cœur, moi j'appelle ça comme ça, et ce truc que je ne comprenais pas ce que c'était non plus. Je les ai passés, j'ai juste pris la photo. J'ai passé dans le chat GPT. Je vous laisserai le lire, en fait, si ça vous intéresse. Mais voilà l'analyse qu'il me fait avec l'électrocardiogramme. Il me dit, bah, voilà ce qui se passe, voilà ce que c'est, la prise en charge, la conclusion, attention, anomalie cardiaque sévère, nécessite intervention urgente, ça tombe bien, je suis à l'hôpital. Le standard est un bloc, c'est de mettre un pacemaker. Ah, c'est ça dont il me parlait, du truc invasif, il fallait mettre un pacemaker. Donc moi, je commence à discuter avec ChatGPT. Je lui mets le deuxième, donc ça c'est le deuxième. Je lui mets le deuxième, il me fait à peu près la même chose. Il m'explique toutes les choses. Je lui mets la fiche et puis il me dit, bah voilà, ça c'est la fiche d'intervention de votre papa. Vous avez vu la capacité, donc c'était écrit à la main et pas forcément bien, de tout retranscrire. Et puis il dit, bah voilà, ça nécessite une surveillance étroite, etc. Je vous l'envoie volontiers, docteur Meyer, si vous voulez le diagnostic. Et puis voilà, quels sont les traitements de premier secours qui ont été faits, etc., etc. La question maintenant qui vraiment va se poser chez vous, parce que ça va vous arriver tous les jours, vous allez avoir des gens comme ça qui vont arriver, comme moi, en disant, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit que c'est comment on va faire dans cette discussion-là, où quelque part, vous avez des gens qui commencent à demander à des intelligences artificielles des choses et qui vont arriver en vous proposant des solutions. Avec Dr House, c'était déjà pas simple. Aujourd'hui, ça va être encore plus compliqué, d'autant plus qu'il y a des cas historiques, aujourd'hui sur 2 ans, où tout d'un coup, ChatGPT a détecté des maladies rares que la personne cherchait à détecter depuis 7 ans et tout d'un coup a posé un diagnostic qui était juste. Vous avez des choses où ils arrivent en vous disant « Attention, il y a ça et ça rentre en conflit avec ça » et tout d'un coup, vous avez des médecins qui disent « Oups, je ne l'avais pas vu venir ». Donc, comment on va travailler avec ce tiers qui rentre dans la relation? Et c'est peut-être là le pont. Ça va être beaucoup autour de la santé mentale. Et le pont que je fais par rapport à mon expérience, c'est que c'était très utile pour moi d'avoir ChatGPT pour pouvoir lui reposer en boucle les questions jusqu'à ce que je comprenne qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce qui n'était pas expliqué, quels étaient. Et puis tout d'un coup, il y a un niveau de stress des personnes accompagnantes qui descendent parce que vous avez un LLM qui vous répond d'une façon adéquate et dans votre langage et à qui vous pouvez demander, redemander, redemander. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez devoir rentrer dedans. Depuis 2024, on voit vraiment une adoption massive des assistants IA pour les soins thérapeutiques. Ce qu'on voit, c'est que des gens sont en train de se thérapeutiser avec ChatGPT. Si vous l'essayez une fois, alors ne faites pas juste « je me sens mal », faites quand on disait « mais comment ça se fait qu'il y en a qui sont bons ou pas ?» Ça veut dire « agis en tant que thérapeute en TCC, agis en tant que thérapeute en la technique que vous voulez, d'orientation jungienne. J'aimerais travailler avec toi sur mes états, je sens que j'ai des crises d'anxiété. » On rentre dans un dialogue. Est-ce que tu es OK pour ça? Il va dire oui, je suis d'accord, merci. Alors, j'aimerais que le dialogue se passe par écrit. J'aimerais que le dialogue se passe par la voix. Les deux sont possibles. Aujourd'hui, vous discutez par la voix et vous avez toute la retranscription et vous lui mettez aussi des choses de type j'aimerais qu'à chaque fois, tu travailles à mon empowerment, c'est-à-dire vous ne me donnez pas des solutions, en gros, toutes faites, c'est moi qui dois aller chercher mes solutions. Et vous posez ce cadre-là et vous avez un dialogue qui commence. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a eu aucune remontée majeure indésirable face à ce genre de chatbots qui ont vraiment commencé à émerger. Les utilisateurs et utilisatrices sont plutôt positifs sur ce qu'ils ont comme retour. Et puis, ce qu'on voit qui va vraiment changer, c'est que ces chatbots vont de plus en plus garder tout l'historique pour finalement faire un profil de personnalité assez fin et en tout cas probablement
plus fin qu'un psychologue que vous voyez une fois par semaine ou un psychiatre que vous voyez une fois par semaine, parce que je vous ai dit, ça simule l'empathie. Donc vous allez être moins attentif à donner la bonne image de vous, vous allez commencer à discuter, le profil sera beaucoup plus fin. Il sera capable aussi de reconnaître au ton de voix si vous êtes en train de... il y a quelque chose qui fait que ça ne va pas, etc. Et il va pouvoir travailler entre tout ça. Et on va avoir ce que moi j'appelle des collaborations interespèces, c'est-à-dire vous allez avoir une personne humaine qui va collaborer avec une intelligence artificielle, qui va collaborer avec un ou une thérapeute, et puis on va avoir ces collaborations-là qui vont changer les choses. Et puis, dans le concret, ça donne quoi? À la Fondation, on travaille sur un projet avec l'association suisse des patients des thérapies assistées par psychédéliques, en disant, voilà, en fait, une fois que vous êtes dans une thérapie assistée par psychédéliques, dans ces thérapies-là, le point le plus important, c'est la préparation et l'intégration. C'est ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Même si le voyage de la journée est très sympa sous LSD, c'est pas là que vous guérissez, c'est vraiment dans l'avant et l'après. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que certains patients n'ont pas forcément accès dans les avant-après à une bonne préparation pour différentes raisons. Parfois des raisons financières, parfois des raisons que lorsque ça se fait en clinique comme les HUG, vous avez votre prise, une séance après, puis après vous ne les voyez plus jusqu'à la prochaine. Donc c'est vraiment dire, voilà, on peut créer aujourd'hui des assistants d'intégration avec des profils de thérapeutes qui vont aider la personne qui va pouvoir avancer entre chaque rencontre avec ses thérapeutes. Donc c'est ça qui est cette collaboration interespèces. Et puis ça, c'est ce qui arrive aujourd'hui. On a des personnes qui vont plutôt, mais principalement pour des raisons financières, plutôt que de payer une nouvelle séance chez le psy, j'allais sur ChatGPT. Vraiment, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est hyper puissant parce qu'il y a une confidentialité qui n'en est pas une. ChatGPT appartient à OpenAI, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment cette simulation d'empathie amène les gens à dire des choses qu'ils ne diraient pas à leur psychologue, psychothérapeute, à leur psychiatre, et on arrive sur d'autres façons de travailler avec cet assistant dans la poche. Donc voilà où ça en est aujourd'hui en termes médicaux. En gros, ce qui a bougé, principalement l'imagerie radio, ça, on savait que ça allait venir. Mais ce qui bouge aujourd'hui, c'est vraiment dans la cardio et c'est vraiment dans l'assistant de soins thérapeutiques. C'est vraiment dans l'autodiagnostic. Et c'est vraiment aussi, je rigolais parce que j'étais au HUG et puis je voyais les infirmiers, les aides-soignants, puis d'un coup je regardais puis je reconnaissais le logo ChatGPT. Je disais, vous êtes sur ChatGPT, puis ils étaient tout gênés en fait. Ils disaient, oui, non, mais c'est pour faire un diagnostic différentiel, c'est parce que c'est super, c'est bien. Mais vraiment, c'est comment apprendre à collaborer avec ces entités. C'est ça, les nouvelles compétences aujourd'hui qu'il faut avoir. Ce n'est pas les compétences techniques de former des IA, c'est vraiment d'apprendre à travailler avec. Voilà, j'ouvre quelques minutes aux questions. Je vous remercie.